moi, c'est Georges-Claude Gilbert, je dirige le GRIC de Labo qui est là en face. Et adossé au GRIC, il y a ce projet régional que je co-gère avec Sylvaine Bataille de l'Université de Rouen-Normandie, qui s'appelle donc Genre et écran. J'insiste bien sur mon genre au singulier et mon écran au pluriel. Donc on a aussi, bien sûr, la collaboration de l'ERIAC, hein, qui est, on va dire, pour aller vite, l'équivalent du GRIC à Rouen, et Florence Cabaret, ici présente, qui travaille activement avec Sylvaine et moi, de même que Mehdi, que vous verrez demain, Mehdi Derfoufi. Donc, bienvenue à tous, et moi aussi, je tiens à remercier surtout David Paré, qui est là en face, le secrétaire du GRIC, Alexandra Sea, qui est là, mais surtout Kevin Drive, qui a fait un boulot de titan. Et vraiment, je le dirai jamais assez. Donc maintenant, on a déjà dit de quoi on allait parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez le programme. Je tiens surtout à présenter notre première keynote, qui est Geneviève Sellier. Donc, je l'avais lu avant 2009. En 2009, je l'ai rencontrée au ministère. Elle s'en souvient que moyennement, mais c'est normal, puisque c'était un contexte un petit peu bizarre où je dirigeais une mission pour l'égalité, la non-discrimination et contre l'homophobie. Et pour le développement, en particulier ma mission numéro 1, c'était augmenter le nombre de professeurs femmes, puisqu'on en était à 18% dans tout le pays, toutes matières confondues. Évidemment, en anglais, on est autour des 50%, mais en physique quantique, c'est pas le cas, vous voyez. Et donc, j'ai passé un an à faire ça, et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré non seulement toutes les féministes institutionnelles, mais aussi toutes les féministes universitaires importantes, on va dire, avec parfois des résultats plus ou moins heureux, puisque la plupart du temps, bien sûr, on n'arrivait pas vraiment à faire ce qu'on voulait. Mais quand même, dans ma mission, il y avait le développement des études sur le genre en France, et on est arrivé à les développer un tout petit peu. Donc c'est là que j'avais vu Geneviève pour la première fois, après l'avoir lu. Et puis on s'est revu en décembre dernier à Bordeaux, autour de Richard Dyer, Ginette Vincendo, que beaucoup d'entre vous connaissent au moins par leurs écrits. Donc j'étais content de pouvoir lui dire à cette occasion, je te veux absolument dans mon projet au Havre, parce que quand même, il faut rendre César ce qui est à César. Elle a quasiment inventé l'expression genre et écran, même si elle ne le met pas forcément au pluriel. Le mot écran. En fait, je le mets au pluriel. Hein, bon, tu vois. Puisque je parle des fictions audiovisuelles. Exactement. Justement pour récuser la séparation cinéma-télévision. Et du coup, nous, quand on avait mis le S au départ, c'est parce qu'on voulait parler aussi des smartphones. Oui. On n'y est pas encore arrivé, mais ça vient, des jeux vidéo comme Mehdi, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on s'est un peu limité au cinéma et à la télévision. Donc, il y a son site / blog qui s'appelle Le genre et l'écran, et je vous encourage, si vous ne le connaissez pas, à y aller, c'est www.genre-écran.net. Qui est là? Formidable. Donc, qui est Geneviève Sellier? Wikipédia dit que c'est une historienne du cinéma. C'est loin de couvrir tout ce qu'elle fait. Hein. Oui, mais je mais ça te convient, oui, voilà. Convient, oui. Donc, elle est normalienne, elle est agrégée de lettres, elle a un doctorat de cinéma, et elle est professeure en études cinématographiques émérite à Bordeaux. Elle est aussi membre de l'Institut universitaire de France, et, comme vous le voyez là, chevalière de la Légion d'honneur. Excusez-nous, on ne reçoit pas n'importe qui. Elle est spécialiste donc de l'étude des représentations qu'on appelait assez volontiers autrefois rapports sociaux de sexe ou identité de sexe, que maintenant on dit assez souvent sous l'étiquette générale de genre, au cinéma et à la télévision. Et donc, comme mon travail, le sien se rapproche aussi des cultural studies à l'américaine et des gender studies à l'américaine. Et de même que moi je m'intéresse à des choses comme Madonna, Geneviève n'a pas peur d'examiner le cinéma populaire, notamment le cinéma populaire français, hein, qui lui vaut parfois d'être méprisé par des gens qui trouvent que ce n'est pas un objet assez noble. Donc nous nous comprenons fort bien à ce niveau. Mais elle s'intéresse aussi aux fans, hein, par exemple la lecture populaire de spectatrices en particulier populaires. Donc ces œuvres sont assez connues, notamment avec Noël Butch, hein, La drôle de guerre des sexes du cinéma français, Une analyse des enfants du paradis, Jean Grémillon, Le cinéma est à vous, La nouvelle vague, un cinéma au masculin singulier, et puis
celui que plusieurs d'entre nous ont connu avant les autres, en 2009 justement, le cinéma au prisme des rapports de sexe. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci de cette sympathique invitation. Merde, ça commence bien. Il est rare que je me sente autant en... oui, alors là, ça y est, il n'y a plus rien. Voilà. Il est rare que je me sente autant en sympathie avec le contexte dans lequel j'interviens, parce qu'il faut bien dire que la norme, pour moi, c'est plutôt l'hostilité de mes collègues en cinéma. Bon, avant de commencer mon intervention, je vais dire un mot de comment j'en suis arrivée là, en quelque sorte. Bon, d'abord, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais non. Mais simplement, cette idée de créer un site collectif de critiques féministes du cinéma, ça fait longtemps que je l'avais, mais tant que j'étais en exercice, j'avais peur que ça nuise encore plus à mes étudiants, qu'on puisse me reprocher, et donc, par répercussion, leur reprocher aussi, que j'étais pas une chercheuse, j'étais une militante. Enfin bon, vous voyez ce genre d'arguments que nous connaissons par cœur, mais qui ont eu pour conséquence que pendant toute la période où j'étais en exercice, je me suis interdit de faire autre chose que des publications scientifiques, entre guillemets. Et donc, depuis que je suis émérite, c'est-à-dire depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis septembre 2016, eh bien, je me suis libérée de ces contraintes que je m'imposais moi-même, mais bon, connaissant le milieu. Et donc, j'ai créé, avec l'aide d'une amie militante qui assure la gestion technique du site, militante féministe comme moi, et plus ou moins à la retraite comme moi, ce site avec l'idée qu'il fallait avant tout essayer de créer une alternative à la critique cinéphilique telle qu'elle se pratique en France. Alors, quand Georges Claude m'a invité, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je sais quand même plutôt les fictions françaises, mon terrain, ça ne va pas intéresser tes intervenants qui sont sur le monde anglo-saxon. Et bon, il a insisté, donc à un moment, j'ai baissé les bras. Et donc, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est de la façon dont ces problématiques, donc à la fois d'études de genre et d'intersectionnalité, posent problème dans le contexte français du cinéma et de la cinéphilie, à la française. J'évoquerai évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière, mais ça n'est que la dernière manifestation d'une très 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 longue chaîne qui plonge très 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 profond dans nos traditions culturelles. Voilà. Donc l'esprit de cette intervention, c'est rappeler qu'est-ce que c'est que ce contexte culturel français qui est tellement résistant aux études de genre et encore plus à l'intersectionnalité, et comment faire face à ce contexte. Alors, voilà. Donc, pour moi, alors, c'était déjà le cas avec le genre, puisque j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le genre il y a 30 ans, 35 ans, mais la question de l'articulation genre, classe, race, c'est une question évidemment qui a émergé plus récemment, y compris pour moi, hein, parce que en plus, comme je travaillais sur le cinéma français des années 30, 40, 50, c'était pas la problématique la plus évidente, hein. Et donc c'est, je dois dire,
en particulier à travers l'influence de mes enfants, que j'ai été sensibilisée à ces questions d'intersectionnalité. Et depuis que j'en ai pris conscience, il y a un peu moins de 10 ans, je me suis rendu compte que, voilà, on ne pouvait plus faire l'économie d'une réflexion là-dessus, c'est-à-dire cette articulation. Et alors, donc, l'intersectionnalité, donc, pour moi aujourd'hui, c'est un instrument pour déconstruire la critique cinéphilique. C'est-à-dire que, on pourrait dire que l'intersectionnalité est exactement au pôle opposé du point de vue intellectuel et politique par rapport à la critique cinéphilique telle qu'elle se pratique en France, y compris dans ces manifestations, disons, vulgarisatrices dans les hebdomadaires culturels ou les mensuels, etc. De quoi s'agit-il? Donc, la critique telle qu'elle se pratique aujourd'hui en France, elle est née, elle n'a pas toujours existé, hein. Elle a émergé, et je vous renvoie à l'article que nous avons écrit, Cinéphilie et masculinité, avec Noël Birch là-dessus. Elle a émergé d'une tradition culturelle élitiste qui existe déjà dans les avant-gardes du début du XIXe siècle, qu'on trouve chez les surréalistes, c'est-à-dire une sorte de récupération élitiste de la culture populaire. Bon, cette posture, qui est vraiment propre à la France, elle s'est manifestée donc dans les années 50, dans un mouvement, alors paradoxalement, dans un mouvement de démocratisation culturelle en France, dans l'après-guerre, qui s'est manifesté par le développement des ciné-clubs, mais en fait, ce mouvement de démocratisation culturelle a été en quelque sorte tordu par des traditions plus anciennes, et en particulier cette tradition élitiste qui est née, alors dans la littérature, par exemple, que les historiens de la culture et de la littérature identifient vers 1850 avec Madame Bovary de Flaubert. C'est-à-dire le moment où les créateurs se construisent dans la distinction par rapport à ce qui émerge avec l'alphabétisation comme une culture populaire et qui passe par les feuilletons, c'est-à-dire par des formes de création littéraire qui s'articulent avec le marché. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, au moment même où, disons, des couches beaucoup plus larges ont accès à des formes de culture, en particulier par la lecture, une partie des artistes, et en France, les artistes les plus prestigieux, vont chercher à se distinguer de ce vulcum pecus en inventant des formes d'art qui se caractérisent par la distance qu'elles prennent avec leurs objets. Leurs objets étant en général des êtres humains. Hein, et Madame Bovary est donc l'exemple type de cette littérature extrêmement travaillée, mais qui transforme son héroïne en, disons, en un insecte pour l'entomologiste, quoi. Hein, et qui vise à, comment dirais-je, explorer la médiocrité de la culture féminine en particulier, hein, qui passe par les romans roses, etc. Donc il y a une articulation, dès ce moment-là, il y a une articulation entre le genre et la classe. C'est-à-dire que le genre est associé, enfin le féminin est associé à la culture de masse, enfin ce qui va devenir la culture de masse, est méprisable, et au marché, et à la rentabilité, et à les romans qu'on écrit en étant payés à la ligne, enfin tout ce qui est tout ce qui ne peut être que méprisable pour cette intelligentsia ou cette élite. Flaubert, c'est pas un hasard, il est rentier. Hein. S'il a pu développer une œuvre extrêmement sophistiquée, sans se soucier d'être lu ou pas, c'est parce qu'il avait des revenus par ailleurs, ce qui n'était pas le cas de Gensu, par exemple. Bon, donc toute cette chose qui se met en place en France
et la France est la matrice de cette posture-là, au milieu du XIXe siècle, eh bien, en fait, on le retrouve à propos du cinéma dans les années 50. Pourquoi ? Parce que le cinéma est, au départ, une production culturelle totalement populaire, et que le travail, en quelque sorte, des intellectuels ou des artistes qui s'intéressent au cinéma va consister à l'arracher à sa gangue populaire pour en faire un objet de la culture légitime. Bon, et la cinéphilie française, c'est ça. C'est ce geste qui consiste à transformer des objets, dans un premier temps, à transformer des objets de la culture populaire, en l'occurrence le cinéma hollywoodien, culture de masse par excellence, en objet de la culture légitime. Et pour ce faire, d'abord, il faut prendre un cinéma qui nous est suffisamment étranger pour qu'on n'ait pas à se poser des questions sur de quoi il parle, parce qu'on n'en sait rien et on s'en fout. Et ça permet justement le fait de choisir cet objet, le cinéma hollywoodien, ça permet d'abord d'inventer une culture, parce que dans la France des années 50, le cinéma hollywoodien n'a pas tellement bonne presse, alors qu'il y a par ailleurs un cinéma français de qualité, avec des gens comme Becker, Renoir, mais aussi Delannoy, Decoing, etc., qui font des films extrêmement travaillés et qui parlent de la société française. Et alors ça, ces jeunes gens des cahiers, ça ne les intéresse pas du tout. D'abord, ils viennent de la bourgeoisie, donc ils n'ont pas besoin de s'intéresser à qu'est-ce que c'est un rapport de domination, etc., parce qu'ils sont en posture globalement privilégiée. Et deuxièmement, leur but, c'est se faire une place. Alors d'abord comme critique et ensuite comme cinéaste. Et leur façon à eux de se faire une place, ça va être de s'inventer une culture cinématographique qui n'est qu'à eux, qui vont réussir à imposer ensuite comme étant le fin du fin. Et dans ces objets issus de la culture populaire, ils ne vont s'intéresser qu'à la mise en scène, c'est-à-dire l'aspect le plus abstrait de ces films. La question du cadrage, du montage, du découpage, de la lumière, mais surtout pas de quoi ça parle. Bon. Et ce coup d'État va réussir. Parce que, justement, il y a eu Flaubert avant. Je veux dire, ça ne vient pas de nulle part. Alors, cette jeune génération, elle se pense dans un héritage, un double héritage. Celui de Flaubert, certes, et du modernisme, mais aussi celui du romantisme. Puisqu'ils vont imposer leurs films sous le label, on va dire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autofiction. C'est-à-dire, ils vont faire des films par opposition au cinéma de genre qui était dominant dans la France des années 50 et qui s'adressait à tous les publics. Ils vont imposer un cinéma à la première personne du masculin singulier, donc ce ne sont en fait que des garçons. Agnès Varda est l'exception qui confirme la règle, et elle restera toujours marginale, elle ne sera jamais intégrée au groupe, au boys gang des cahiers. Et donc, ils vont réussir ensuite à transformer l'essai en passant de cette critique élitiste de la culture populaire à la création d'un cinéma comment dirais-je, qui manifeste leur subjectivité en tant qu'elles se pensent comme géniales et qui s'adresse à quelques happy few. Et donc c'est avec la nouvelle vague que se crée ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéma à deux vitesses. D'un côté, un cinéma d'auteur largement financé par la redistribution des ressources gérées par le CNC, à travers l'avance sur recette en particulier, et de l'autre côté, un cinéma populaire méprisé par les institutions culturelles, et qui, en quelque sorte, cristallise ce fossé qui existe en France entre l'élite et les couches moyennes et populaires. Voilà, en gros, de quoi je parle.
Donc, on est effectivement tout à fait dans la distinction bourdieusienne avec la critique cinéphilique. Il s'agit surtout de se distinguer. Et bien entendu, cette distinction, elle est le fait essentiellement d'hommes, jeunes et moins jeunes, et blancs, évidemment. Alors là, j'ai mis 2 références. Donc, d'une part, l'article qu'on avait fait avec Noël il y a déjà quelque temps, et puis un ouvrage plus global qui, justement, examine toutes les formes de cinéphilie en replaçant cette cinéphilie savante, ce qu'ils appellent cinéphilie savante, dans un échantillon beaucoup plus large qui sert, en fait, à réhabiliter des formes de cinéphilie populaire qui sont totalement méprisées en France, et qui, pourtant, font l'essentiel de l'amour du cinéma tel qu'il se pratique par la plupart des spectateurs et spectatrices. Alors, pour en quelque sorte documenter cet état de la critique de cinéma en France aujourd'hui, j'ai eu recours à quelques éléments, dont cette enquête du collectif 50-50, vous en avez sûrement entendu parler, qui s'est créée donc il y a 2 ans, pour protester contre la discrimination dont les femmes sont l'objet de la part des institutions, y compris les plus publiques, dans le monde du cinéma. Et elles ont fait une enquête exhaustive sur le monde des critiques de cinéma. Je vous y renvoie, là il y a le lien en bas. Je ne l'active pas, mais vous pouvez le retrouver facilement. Où il apparaît que la critique de cinéma en France est encore plus masculine que l'ensemble des journalistes. Les critiques de cinéma ont le statut de journaliste, comme les autres journalistes. Mais, comme par hasard, il n'y a que 37% de femmes critiques de cinéma, alors qu'il y a 43% de femmes journalistes. Donc, si vous voulez, dans l'ensemble d'un milieu qui, en termes purement statistiques, on verra que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça, tend à être égalitaire, le cinéma est la lanterne rouge. La critique de cinéma est la lanterne rouge. Ça veut dire, si vous voulez, que contrairement à ce que souvent on entend, le monde de la culture, non seulement n'est pas à l'abri des discriminations de genre, de classe et de race, mais même, on peut dire, il est à l'avant-garde. À l'avant-garde. Il y a eu, je vous rappelle, pour mémoire, les enquêtes de Ren Pratt sur le monde du spectacle vivant, où il apparaissait que 90% des institutions du spectacle vivant étaient dirigées par des hommes, etc. etc. Enfin, autrement dit, que le monde de la culture apparaissait comme le plus masculiniste des milieux professionnels en France. Alors, ça se répercute aussi dans le... Ah, j'ai oublié. Je voulais commencer par dire que j'étais solidaire du mouvement des enseignants-chercheurs et que si je ne fais pas grève, c'est pour honorer l'engagement que j'ai pris avec vous. Et je sais que pour vous, c'est la même chose. Mais je voulais insister là-dessus parce que les enseignants, les jeunes chercheurs qui travaillent sur des problématiques marginales ou dominées, comme les études de genre ou l'intersectionnalité, sont les premières victimes de la précarité du milieu. Et Mehdi Derfoufi en est un très bon exemple. C'est le chercheur le plus brillant dans ce domaine et il n'a toujours pas de poste. Pourquoi ? Parce qu'il travaille sur les problématiques de genre et décoloniales. Donc il y a une double peine, en quelque sorte, pour les gens qui travaillent dans ces problématiques non dominantes. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc cette discrimination de genre, elle se voit aussi dans le type de périodique où sont embauchés les hommes et les femmes. Les hommes publient dans les périodiques prestigieux, culturels et généralistes, et les femmes publient dans les magazines féminins ou de télévision, c'est-à-dire ce qui est méprisable au regard de cette élite culturelle. Mais évidemment, le fait que ce soit des hommes qui écrivent, et surtout des hommes qui écrivent, a des effets sur quel type de film on va mettre en avant. Et les types de films qu'on va mettre en avant, ce sont ce qu'on appelle aux États-Unis les genres masculins, c'est-à-dire films policiers, d'action ou documentaires. Alors ça, c'est le côté cultivé de la France. On a des documentaires.
en revanche, on laisse aux femmes les drames psychologiques, les comédies de mœurs, les mélodrames, évidemment. Voilà. Et donc, ce qu'indique cette enquête, c'est que l'évaluation des films par les femmes est un peu plus élevée que celle des hommes, c'est-à-dire que, en gros, qu'elles sont moins arrogantes, elles sont moins surplombantes, mais évidemment, puisqu'elles sont en position dominée. Mais, alors, là où la conclusion est moins, comment dirais-je, rassurante, enfin, le reste ne l'est pas, mais disons que ça montre quelque chose de, là aussi typiquement français et un peu particulièrement inquiétant, c'est que le genre de la cinéaste ou du cinéaste n'a pas d'influence sur l'évaluation des femmes critiques. C'est-à-dire que, en fait, les femmes critiques, si elles veulent être intégrées dans le milieu, doivent faire du zèle et donc surtout pas apparaître comme féministes ou défendant le cinéma des femmes. Et le résultat, et on le voit par exemple très bien dans un certain nombre d'institutions dont je vais parler maintenant, dont le Masque et la Plume, les femmes font du zèle pour défendre Polanski et Woody Allen, par exemple, hein, en France. Ce qui est impensable aux États-Unis et même en Grande-Bretagne. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'est la spécificité de la situation française, et qu'on retrouve dans tous les milieux, hein, c'est que les femmes, pour pouvoir s'intégrer dans le monde des dominants, mettent sous le boisseau leur, disons, leur subjectivité propre. Hein, voilà. C'est assez triste, mais c'est vrai. Alors voilà un très bon exemple. Hein. Comme vous savez, le Mediapart vient de faire une enquête exhaustive sur un an d'émission Le Masque et la Plume, qui est l'émission phare de France Inter, hein, qui dure depuis 30 ou 40 ans. Et c'est accablant. Enfin, quand on l'écoute une fois, on a déjà une petite intuition, mais alors là, c'est accablant sur le sexisme et la misogynie qui sont la norme dans cette émission. Et donc, cette photo qui date de 2015 et qui présentait l'équipe, hein, oui, 13 hommes et 7 femmes. Hein, voilà. Donc, ceci explique en partie cela, c'est-à-dire la position dominée des femmes est aussi, en termes quantitatifs, pas seulement, bien sûr, hein, elle est aussi en termes culturels, mais voilà. Donc, je vous renvoie à cette enquête qui est tout à fait fiable et qui s'est en particulier manifestée par le fait que l'un des critiques phares de l'émission, qui s'appelle Éric Neuhoff, qui était critique au Figaro, et qui est vraiment... enfin, bon... En fait, ses propos tombent sous le coup de la loi tout le temps. Hein. Tout le monde le trouve très drôle dans l'émission, et il a eu même un prix pour le film, le bouquin qu'il a écrit il y a un an, qui s'appelle Très, très cher cinéma français, et qui est un ramassis absolument de caniveau sur le cinéma français, avec comme fil rouge « Ah, c'était mieux avant », où on pouvait lutiner les femmes tranquilles, toutes ces féministes nous emmerdent, etc. Enfin, c'est le niveau, hein, c'est épouvantable. Et il a eu le prix Renaudot, dans lequel il y a, bien entendu, l'animateur du Masque et la Plume. Hein. On est aussi dans la connivence, dans le retour d'ascenseur, dans l'inceste constant. Hein. Vive la France. Alors, du côté des revues historiques qui se donnent comme le nec plus ultra de la critique du cinéma en France, donc j'ai jeté un œil sur leur comité de rédaction. Alors, j'ai mis en rouge les femmes pour qu'on les voit, parce que sinon, on risque de ne pas les voir du tout. Hein, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup du tout, et que, alors, au cahier, elles sont dans la soute. Hein. Et alors, c'est c'est-à-dire la secrétaire générale de la rédaction, donc celle qui fait le travail administratif, hein, elle s'appelle Wardia Terraa. Donc là, on voit la double domination, hein, de genre et de race.
Et sinon, c'est que des hommes, y compris dans le comité de rédaction, et bien entendu, alors positif qui se donne comme plus progressiste que les cahiers, ben vous voyez, non seulement c'est pas mieux, mais c'est plutôt pire. Hein. C'est plutôt pire. Et puis ça bouge pas. Hein, les collaborateurs, vous voyez l'incroyable asymétrie. Voilà. Donc il n'y en a pas un pour acheter l'autre, hein, pour le dire rapidement. Alors ce sont des monuments en voie d'extinction, hein, mais comme ils jouissent disons, d'un prestige qu'ils ne méritent pas, mais qui correspond assez bien, de toute façon, à ce qui est dominant culturellement en France, ils continuent à exister, même si, surtout les cahiers, ils viennent d'être vendus, et j'ai vu que la rédaction a démissionné collectivement parce qu'ils ont été vendus à des producteurs de cinéma, et donc ça risque évidemment d'avoir des conséquences sur leur liberté de penser, enfin la liberté de penser qui est toute relative, mais disons qu'ils préfèrent, leur liberté de penser, c'est de pouvoir faire des compliments à leurs petits camarades du cinéma d'auteur et pouvoir mépriser le cinéma populaire. Et alors là, ils risquent de perdre cette liberté très précieuse. Donc ils ont démissionné, mais enfin ça ne change rien au fond de l'affaire. Hein. Alors, j'ai pris quelques autres indices. Le palmarès du Festival de Cannes de l'an dernier. Donc j'ai mis en rouge là aussi les femmes. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que, alors bien entendu, il n'est pas question que les femmes aient les prix les plus prestigieux, et même, on peut dire d'une certaine manière, il y a un côté piège. Par exemple, Atlantique de Mati Diop, qui est son premier long métrage, elle a eu le Grand Prix, ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que le vrai Grand Prix, c'est la Palme d'Or. Hein. C'est une espèce de prix de consolation. Et on retrouve là une pratique, je pense largement inconsciente, mais enfin, bon, très efficace, qu'on va retrouver dans les Césars, où les créateurs racisés sont utilisés comme caution, hein, pour que rien ne bouge. Et en général, on récompense des jeunes, parce que les jeunes, ils n'ont pas de pouvoir. Et puis après, ils disparaissent. Et là, on voit la même chose pour le palmarès de Cannes 2019. Et puis, Céline Sciamma a eu donc le prix du scénario. Bon. Ce qui est là aussi un peu un prix de consolation pour un film qui a des ambitions esthétiques affirmées. Hein. Lui donner le prix du scénario, ça ressemble quand même un tout petit peu à une insulte. Mais enfin bon, il y a eu une insulte pire au César, hein, pour ce film. Alors voilà les Césars 2020, hein, voilà, nous sommes en plein dedans. Et donc là, je ne peux pas m'empêcher de penser que Lajli a été pris en otage, en quelque sorte, pour son premier film. Et pour l'instant, il n'a aucun pouvoir. Hein. Il a le pouvoir que lui donnent les Césars, mais il n'a rien derrière. Et pour masquer, en fait, le César, la meilleure réalisation, à J'accuse, pour qu'on puisse, en quelque sorte, pour se couvrir. Hein. Et de la même façon, c'est une réalisatrice franco-algérienne qui a eu le prix, le César du meilleur premier film, hein, Papicha, de Mounia Medour. Et là aussi, ça ressemble beaucoup à une entreprise de masquage. Hein. Et bon, donc j'ai pris les Césars dans l'ordre où ils sont présentés, et comme vous le savez, j'ai laissé un blanc entre les Césars importants et les autres. Hein. Et vous voyez que dans les Césars importants, il n'y a pas de femmes. Alors, il y a des personnes racisées, hein, il y a une personne racisée, mais il n'y a pas de femmes. Et donc, là aussi, c'est une façon de jouer la race contre le genre, vous voyez, une espèce de truc très pervers. Et donc, insulte suprême, portrait
de La jeune fille en feu n'a eu, alors qu'il y avait 10 nominations pour le film, c'est presque autant que les 12 de Polanski, il n'a rien eu sauf l'avant-dernier prix, César de la meilleure photographie. Certes, la photographie est remarquable, mais il n'y a pas que ça qui est remarquable dans Portrait. Et donc, là aussi, ça ne peut pas ne pas être perçu comme une insulte. Et comme surtout une représaille contre Adèle Haenel. Donc, la façon dont sont passés les Césars, même si ça a été extrêmement... ils n'ont pas réussi à masquer complètement ouais. Merci. Mais ces Césars donnent une idée du rapport des forces. Et le rapport des forces, il est celui que je vous décrivais, c'est-à-dire on est dans l'entre-soi, du cinéma dit d'auteur, ce qui ne veut pas dire grand-chose, sauf qu'on est dans un entre-soi. Et on défend efficacement le précaré. Bon, je vais maintenant parler de ce que nous essayons collectivement de créer pour faire des brèches dans cette forteresse de la cinéphilie à la française. Bon, donc voilà le site. Voilà le site, oui, que j'ai mis. Mais alors on va peut-être. Voilà l'allure qu'il a aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça ne descend pas jusqu'en bas. Ah voilà. Alors voilà l'allure qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai posté hier soir un article sur le film 2, dont vous avez peut-être entendu parler, une histoire d'une relation amoureuse entre deux femmes de 70 ans, ça me parle très fort, à cause des 70 ans, et qui est un film fait par un jeune réalisateur italien. Je ne sais pas si un jeune réalisateur français aurait été capable de faire ça, avec deux très grandes actrices, Barbara Suková et Martine Chevalier, qui donc parlent à la fois donc de sexualité des personnes âgées, d'homosexualité, du rapport du rapport entre la famille en tant qu'institution avec la liberté des orientations sexuelles. Et c'est un film assez dur. Il n'est pas déprimant, mais il est assez dur parce qu'il montre la réalité de ces affrontements. Voilà, donc ça c'est... Mais vous voyez donc la page du site, elle met à la une un film. Il y en a... J'essaie de faire en sorte qu'il y en ait 2-3 par semaine, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et puis, il y a donc un bandeau dans lequel les articles les plus récents sont rappelés. Donc là, il y a un papier que j'ai... Finalement, j'ai commencé par boycotter le film, mais finalement, quand il a eu 12 nominations, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et je suis allée voir le film et je me suis aperçue que personne n'avait parlé des représentations de la masculinité que ce film propose, qui sont absolument réactionnaires, on ne peut pas plus, et que personne ne s'en est aperçu, donc j'ai fait mon petit papier là-dessus. Et puis donc je reposte les tribunes intéressantes par rapport à ces questions de cinéma, genre, race, classe. Donc là, Adèle Haenel, Virginie Despentes, Paul Preciado sont présents. Et donc, par ailleurs, il y a le film Jeudi, vous savez, sur Judy Garland, qui a été chroniqué par une jeune contributrice. Alors, voilà comment ça se déroule. Film en salle, film récent, série, téléfilm, film classique, tribune, bloc-notes, publication, archives. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que... un des distinguos les plus antipathiques de la cinéphilie traditionnelle,
c'est l'idée que le cinéma c'est de l'art et la télévision c'est de la culture de masse, c'est-à-dire de la merde. Et donc, moi je refuse absolument, sauf si c'est américain bien sûr. Donc, je refuse absolument, ayant beaucoup travaillé sur les téléfilms français, je refuse absolument cette dichotomie. Et donc, c'est pour ça que je parle de fiction audiovisuelle, de production audiovisuelle, oui. Mais c'est uniquement des fictions, en fait. Enfin, j'ai fait une exception pour Mehdi, mais normalement, c'est que des fictions. Et donc, il s'agit aussi de parler de films classiques, c'est-à-dire un des problèmes de la cinéphilie à la française, c'est qu'elle a totalement mis à la poubelle le patrimoine, et le patrimoine, n'en parlons pas, français. Et donc, moi qui travaille depuis 40 ans sur le cinéma français des années 30, 40, 50, j'essaye de faire en sorte que ce patrimoine ne soit pas complètement perdu. Donc régulièrement, là on vient de faire une journée d'études pour le centenaire de la naissance de Michel Morgan. L'année dernière, on a fait un colloque sur Daniel Darieux, dont c'était le centenaire aussi, etc., etc. Donc on essaie de faire ce qui est normalement, ce qui devrait être la mission de la Cinémathèque française, et ce que la Cinémathèque française ne fait absolument pas, elle fait même exactement le contraire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler là, des journées du patrimoine. Il n'y a que des films américains. Et des films américains qui ont maximum 30 ans. Hein. Donc ça, c'est... Bon, voilà. Donc, et c'est quand même avec le fric de notre argent hein, qu'ils font ça. Bon, voilà. Parfois italien. Pardon ? Parfois italien. Non, je veux dire, quand je dis... c'est majoritairement, hein, oui, parce que là, effectivement, il y a Isabella Rossellini et les films de Rossellini. Pas n'importe quel cinéma italien, hein, évidemment. Celui que la Nouvelle Vague a intronisé. Bon, alors voilà, je voulais, alors maintenant que vous avez vu un peu comment ça se présente, je vais... Merde, comment je fais là Ah oui, chaque fois, mon truc Bon, je vais... Pardon. Oui, c'est... Alors, toc, 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 toc. Voilà. J'en viens au manifeste. Donc, ce qui est important pour moi dans ce manifeste, c'est la notion de collectif. J'y reviendrai, mais il ne peut pas y avoir d'intersectionnalité s'il n'y a pas une pluralité de voix. Ça tombe sous le sens. Le refus, donc, de la dichotomie cinéma et télévision et essayer d'élargir un peu dans le passé. Et alors, par analyse féministe, effectivement, j'entends une analyse qui prend en compte, alors, peut-être on en parlera dans la discussion, pas seulement les moyens formels, mais ce dont parlent les films et comment ils en parlent. Et il ne s'agit pas de mettre en avant l'expérimental, l'avant-garde, etc. Je dois dire que personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est les fictions audiovisuelles qui sont vues par des publics hein, et qui, à ce titre-là, ont une influence sur les mentalités, étant elles-mêmes, évidemment, le résultat d'une expression des mentalités. Donc je ne suis pas dans, et je le dis parce que c'est quand même une tendance qui existe fortement en France, justement, l'idée que ne sont intéressantes que les tentatives d'échapper au code de la culture populaire, c'est-à-dire le cinéma transgressif, expérimental, etc. Non, je ne suis pas dans cette posture-là. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les enjeux sociaux du cinéma. Alors, voilà, il s'agit de prendre au sérieux le divertissement, la culture de masse, qui est le véhicule privilégié des normes de genre, de classe et de race. Hein, et donc remettre en cause le privilège qu'on accorde en France au cinéma d'auteur, considéré comme forcément subversif. Alors ça fait partie des... Bon, je ne mettrai pas de mots là-dessus parce que je risque de dire des grossièretés, mais vraiment, l'idée que le cinéma d'auteur est subversif, c'est quand même
la plus grande mascarade qu'on nous a servie récemment en France. Donc la culture d'élite n'échappe pas, je dirais, elle échappe encore moins que la culture. Pas encore moins, mais autant, quoi, vraiment. Simplement, ça s'exprime autrement, de façon plus sophistiquée, mais c'est tout aussi pesant. Et donc, enfin, prendre en compte les questions de réception. Donc, effectivement, dans mon travail de recherche, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à la réception populaire du cinéma populaire via le courrier des lecteurs des magazines populaires. Alors, moi, je travaille sur l'après-guerre, donc des années 50, Ciné-Monde, Film Complet, etc. Et dont je me suis aperçue que c'était une source, c'était un trésor pour comprendre de quoi était faite la cinéphilie populaire, et en particulier la cinéphilie féminine, parce qu'il n'y a de traces d'une cinéphilie féminine que dans les magazines populaires. Pourquoi ? Parce que comme les femmes se sentent illégitimes, et sont assignées à l'illégitimité, il n'y a pas de femmes. Dans les revues cinéphiles, il n'y a pas de femmes. C'est des gangs de garçons, hein, que ce soit positif ou les cahiers. Et donc, pour trouver une trace, alors que les femmes étaient au moins la moitié du public, sinon plus, parce que très souvent, dans les familles, c'est la mère qui emmène les enfants au cinéma, donc on peut dire que vraisemblablement le public est majoritairement féminin. Mais il n'a pas de voix. Hein. Et donc la seule trace que j'ai trouvée d'une voix des femmes spectatrices de cinéma dans les années 50, c'est à travers le courrier des lecteurs, donc de manière médiatisée bien entendu. Mais en l'étudiant à fond et de manière systématique, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout bidon, c'était tout à fait, y compris parce que pour les revues en question, ces correspondantes régulières avaient une force prescriptive vis-à-vis du lectorat plus général. Et donc, ils prenaient ça tout à fait au sérieux, et c'est absolument passionnant. J'ai écrit une dizaine d'articles en utilisant cette source, et je suis en train d'essayer d'en faire un livre. C'est ma dernière grande œuvre. Mais il s'agit aussi, si vous voulez, à la fois de réhabiliter la presse populaire de cinéma et de trouver des traces d'une cinéphilie féminine dont je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas les mêmes formes que la cinéphilie masculine cultivée dont nous avons, qui est la seule voix que nous entendons en général. Bon, donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, évidemment, c'est la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'articulation des questions de genre, de classe et de race, et c'est là-dessus que je vais venir maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui soient compétents en la matière. Et, bon, donc la première chose à essayer d'intérioriser, c'est ne pas se croire compétent pour parler de tout. Ce qui est quand même la posture cinéphilique traditionnelle. Hein. Les critiques des grands journaux, ils parlent de tous les films sans aucun problème, hein, puisque de toute façon, ce qui est important, c'est de repérer quand est-ce qu'il y a de l'art. Donc d'où ça vient, qui parle, de quoi ça parle, on s'en fout complètement. Hein. Ce qui est important, là, il y a une transgression esthétique formidable, enfin bon, etc. Je passe. Donc, mon problème, ça a été de trouver des personnes compétentes, ce que je ne suis pas. Donc, c'était une leçon de modestie aussi. Hein. Et donc, c'est là où la question de la précarité de l'université nous rattrape, c'est que les personnes compétentes, dont une est dans la salle, j'en profite pour le saluer, n'ont pas de poste. Je ne vais pas vous faire un dessin sur le nombre de personnes racisées qui ont des postes pérennes à l'université. Hein. À Bordeaux, qui est sans doute une université modèle, là-dessus, elle se compte sur les doigts d'une main. Hein. Bon, et Mehdi, qui est l'expert absolu des études de genre et des coloniales, postcoloniales sur le cinéma, n'a toujours pas de poste, et c'est parce qu'il est compétent qu'il n'a pas de poste. Hein. Bon, donc, pour l'instant, j'ai trouvé, et j'essaie d'exploiter, mais comme je ne peux pas les payer décemment, donc je les paye indécemment,
sur ma retraite qui, elle, est décente. Donc, j'ai effectivement là un avantage. Deux personnes compétentes. Donc, d'une part, Fatima Ouassak, dont je reproduis ici la présentation qu'elle nous a proposée, sa bio, quoi. Hein. Elle est politologue, fondatrice et animatrice du réseau Classe Genre Race, réseau d'acteurs universitaires, militants, institutionnels et associatifs, qui travaille sur des projets en lien avec les enjeux d'égalité et d'intersectionnalité, autrice de Discrimination classe genre race, repères pour comprendre et agir contre les discriminations subies par les femmes issues de l'immigration postcoloniale, cofondatrice du Front des mères, syndicat de parents des quartiers populaires. Et donc j'ai mis la liste des films sur lesquels elle m'a fait des textes extrêmement fouillés, que j'ai presque honte de publier sur mon site parce que ce sont des textes qui mériteraient des publications dans des revues universitaires. Mais comme par hasard, évidemment, elle aura du mal à trouver ce genre de débouché. Alors, j'en ai sélectionné une parce que c'est dans l'actualité. C'est un film, Soumaïa, qui est fait par deux réalisateurs sur la question de l'islamophobie, hein, à travers l'histoire d'une femme qui est, d'après un fait divers réel, comme on dit dans ces cas-là, une femme qui a perdu son travail dans la paranoïa islamophobe qui a suivi les attentats de 2015. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, et donc Fatima l'analyse de façon très approfondie, c'est que cette femme est le sujet de son histoire. Hein. Elle n'est pas l'objet d'un regard. Il me reste 5 minutes. Bon, alors je vais passer rapidement. Donc, je vous recommande les articles de. Je vous recommande les articles de Fatima Ouassak, et je vous recommande également, alors rebelote, les articles. Oh putain. Les articles de Mehdi Derfoufi, ici présent, qui, lui, a toutes les qualifications institutionnelles universitaires, mais bon, ça n'empêche. Et voilà les articles sur lesquels il a écrit. Et donc, il est spécialiste non seulement des problématiques postcoloniales et problématiques de genre, mais il connaît très très bien le cinéma américain. Le cinéma français aussi d'ailleurs, mais c'est pour ça que je l'exploite aussi de temps en temps pour écrire sur le cinéma américain. Et donc je voulais là mettre en valeur l'article qu'il a fait sur Green Book, hein, qui est un scandale absolu, hein, ce film, qui a eu toutes les récompenses qu'on peut imaginer. Et la manière dont Mehdi analyse à la fois les dimensions de classe, de genre, d'orientation sexuelle, de race bien entendu, mais aussi la façon dont le film se place dans le paysage du cinéma hollywoodien, c'est absolument passionnant, c'est merveilleusement documenté. Et en particulier, et alors j'ai publié un autre article, c'est pour ça que c'est Green Book 2, j'ai traduit un article fait par une journaliste américaine de New York Times, Manola Dargis, sur le Green Book, justement. Qu'est-ce que c'est que le Green Book? Et c'est pas avec le film qu'on saura ce que c'est, hein, sûrement pas. Et donc, Mehdi souligne aussi à quel point le film n'utilise pas ce Green Book, qui est pourtant un document sur le racisme systémique aux États-Unis, qui est passionnant. Mais en fait, on est vraiment dans l'instrumentalisation la plus dérisoire. Hein, voilà. Donc, comme il me reste 5 minutes, je vais très rapidement donc ne pas m'attarder sur le reste, parce que je voulais surtout mettre en valeur le travail de Mehdi et Fatima. Donc la suite, alors, est-ce que je vais arriver? Voilà. Donc, je passe là-dessus. J'ai également une jeune docteure, hein, elle aussi, elle n'a pas de poste, qui est spécialiste des approches genrées du cinéma hollywoodien et qui m'a fait beaucoup d'articles. Et donc, en particulier, un article critique sur le dernier Tarantino, hein, dont elle est spécialiste, enfin, elle est spécialiste d'un regard critique sur Tarantino.
Et puis, bien sûr, ma vieille copine Ginette Vincendo, je dis ma vieille copine parce que ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble, qui elle, étant semi-retraite, enfin, elle commence, donc elle a un peu plus de temps que mes jeunes chercheurs précaires. Et donc, elle me fait, non seulement c'est une spécialiste, comme vous savez, du cinéma populaire français, mais elle connaît bien aussi le cinéma anglo-saxon, puisqu'elle vit en Grande-Bretagne depuis 40 ans. Et donc, elle est une de mes cibles favorites. Je l'exploite sans aucune pudeur. Et elle a fait en particulier un article très intéressant sur une série qui a été mise au pinacle, hein, et sur lequel elle a un regard un peu critique du point de vue de l'articulation genre-classe. Fleabag. Ça s'affiche, hein? Oui. Fleabag, oui. Pardon. Et puis, je voulais rendre hommage à mon vieux compagnon d'écriture, Noël Birch, qui écrit de moins en moins sur le cinéma parce que il est un peu épuisé. Le cinéma l'épuise un peu. Donc, maintenant, il est plutôt sur l'opéra, sur des choses. Mais il me fait quand même de temps en temps des articles. Et en particulier, je voulais justement parler de cette réflexion qu'il a sur le lieu commun qui veut que les séries américaines soient bien supérieures aux séries françaises, ce qui est en partie vrai à cause, évidemment, des moyens, mais aussi pour des raisons culturelles qu'il analyse très bien dans cet article et qui sont liées justement à cette tradition culturelle américaine qui ne méprise pas la culture middlebrow, c'est-à-dire la culture moyenne, hein, contrairement à la France. Et donc le problème, c'est qu'en France, les gens qui écrivent, en particulier pour la télévision, hein, méprisent leur travail. Et évidemment, ça n'a pas de bons résultats. Même si, sous l'influence, effectivement, d'autres pays européens et des États-Unis, ça change un peu, mais quand même. Voilà. Et puis, je voulais revenir dans l'actualité, mais bon, vous irez voir mon article où j'analyse la masculinité hégémonique que... Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Geneviève. On va peut-être laisser Pedro s'en aller. Merci d'être venu. Il était en otage, le pauvre. C'était passionnant, merci beaucoup. Et puis, il y a aussi Kevin qui a écrit aussi dans le blog. Mais lui, c'est un petit nouveau. Peut-être une ou deux. Oui, il est Kevin. C'est ça. Il est là-bas. Ouais. Ah, il est là-bas, je ne le voyais pas. Et quand j'avais parlé de Mehdi au tout début, j'avais pas précisé. Donc, autant Kevin est IGE, ingénieur d'études dans le projet Genre Écran. Mehdi est IGR, ingénieur de recherche dans le projet Genre Écran. Mais bien sûr, ce sont des emplois qui ne durent qu'un an. Voilà. Et heureusement qu'ils sont là, en tout cas, pour notre projet. Donc, j'avais oublié, hein, désolé, je voulais prévenir que nous étions solidaires du mouvement et qu'ils allaient venir nous en parler. Donc, du coup, c'est arrivé de façon un petit peu inopinée. Moi, j'ai été un des premiers à signer une pétition en tant que directeur de labo, qui a été signée par des milliers de directeurs, enfin, des centaines en tout cas, de directeurs de labo qui s'opposent à cette réforme. Je voulais aussi dire que nous fêtons à peu près ce mois-ci les 10 ans de cette pièce et des 22 000 euros d'équipement qu'il y a dedans. Donc, on est content, cocorico. C'est grâce à Sarah Actuel, pour ne pas la nommer, que cette salle existe. Ensuite, je voulais dire aussi que si on avait choisi ces dates et qu'on n'avait pas envie de changer, notamment à cause du travail de Kevin, c'est aussi parce que le 8 mars, dans 3 jours, c'est la journée internationale des droits des femmes, et non pas de la femme, comme tant de gens continuent à non, dire. là, cette année, je me suis aperçu dans la presse Oui. qu'ils avaient appris la leçon. Ils font un petit peu quelques efforts, oui, c'est vrai. Donc, maintenant, c'est ce que nous souhaitions, avoir 9 minutes de questions. Donc, pour Geneviève. Elisabeth ? Oui, j'en ai. Toujours. C'était juste une précision. Sur la photo, j'avais bien l'impression que pour le cas du masque et la plume, non seulement il y a une très grande disparité entre les hommes et les femmes, mais est-ce qu'il y avait une seule personne de couleur? Bien sûr que non. Parce que Bien sûr que non. visuellement... Ah non, mais c'est comme pour les revues de cinéma.
Il peut y avoir une personne racisée dans la soute, mais les gens qui écrivent sont forcément blancs. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Oui. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre communication. C'est une question, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire le dernier livre de Iris Bray, qui est sorti Oui, il y a à peine justement. un mois sur le female gaze, et savoir Oui, un peu oui, votre avis? Je viens de faire un compte-rendu qui va apparaître sur mon site. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez? qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Alors, je pense que c'est très bien qu'elle ait écrit ce bouquin. J'avais préfacé son bouquin précédent, Sex is the Series, mais quand elle l'a réédité, elle a sucré, enfin, l'éditeur a sucré ma préface. Bon, pas grave. Alors, donc, c'est assez frais dans mon esprit, puisque je viens d'en faire un compte-rendu. Son travail est extrêmement utile dans la mesure où elle démontre par des analyses formelles extrêmement précises que il peut y avoir un regard différent sur les personnages féminins et en particulier une mise en scène de la subjectivité féminine et que ça c'est repérable à travers des éléments de mise en scène. Donc ça c'est très bien d'arriver à le démontrer, hein. Et que le male gaze, ce fameux regard masculin que Laura Mulvey a identifié il y a 45 ans quand même, hein. Ouais, ça a mis du temps à arriver jusqu'à nous, peut être contesté même dans le cadre du cinéma grand public, que c'est vraiment une question de place de la caméra. Alors, voilà, ma réserve sur son travail, c'est qu'elle a tendance, c'est un petit peu le cœur de sa démarche, à privilégier des analyses de séquences sans prendre en compte, disons, les éléments narratifs, la construction des personnages, etc. Et on a eu un débat, et on a toujours un débat, et il est toujours pas, et elle le réactive dans son livre, à propos de l'analyse de Elle de Verhoeven. Alors, déjà, le fait qu'elle choisisse un cinéaste masculin pour parler du regard féminin, bon, ça pose quand même quelques petits problèmes, mais on est d'accord que c'est pas dans les gènes, hein. On est d'accord que c'est pas une question de sexe, c'est une question de genre, donc de construction culturelle. Mais là où ça pose problème, c'est qu'elle analyse les scènes de viol dans Elle, de Verhoeven, sans du tout prendre en compte l'ensemble du film, les éléments narratifs qui font de ce personnage incarné par Isabelle Huppert un personnage très problématique, je dirais, pour les femmes féministes, enfin, apparemment pas pour elle, mais pour moi, et pour Ginette aussi, qui a fait un article sur notre site, dans la mesure où, en gros, ce que raconte cette histoire, c'est que une femme qui a été violée va provoquer son violeur pour recommencer l'expérience. Enfin, je caricature un tout petit peu, mais et donc cet aspect-là très très problématique du film, en fait, elle n'en parle pas, hein, parce que ce qui l'intéresse, c'est la place de la caméra dans les scènes de viol. Mais moi, je dirais que c'est un peu court quand même. Voilà, donc je dirais que Iris, elle est sans doute l'héritière et elle est l'héritière des études françaises de cinéma, c'est-à-dire avec une sorte de surestimation à la fois de l'esthétique, enfin de la forme, aux dépens du reste, et quand même des restes de ce que j'appellerais l'auteurisme. C'est-à-dire, si vous lisez le passage consacré à ce film, à elle, la manière dont elle parle de Verhoeven, c'est typiquement un discours auteuriste, c'est-à-dire l'idée que ce cinéaste est génial, donc forcément tout ce qu'il fait, c'est pensé et c'est bien pensé. Bon, donc voilà, j'ai des petites réserves sur sa démarche, mais je dirais qu'elle est salutaire quand même, sa démarche, parce qu'elle fait vraiment la... Et comme par hasard, Verhoeven, c'est le seul cinéaste masculin qu'elle prend pour exemple. Tous les autres, c'est des femmes cinéastes. Et bon, oui, quand même, hein, quand même. Être une femme cinéaste, ça rend sensible à la question de qu'est-ce que c'est qu'un regard voyeur, parce qu'on le subit tout le temps.
hein. Donc on sait faire la différence entre un regard qui voyait et un regard qui n'est pas. Et un film qui construit une subjectivité féminine, et un film qui instrumentalise le personnage féminin, hein, au profit de fantasmes masculins. On est capable de faire la différence parce qu'on a un vécu, hein. Et donc, à la fois, elle est très consciente de ce vécu, et en fait, elle met à profit, comme beaucoup de chercheurs américains, ses rencontres personnelles, ses émotions personnelles, à la lecture, à la vision de ces films qui ont été pour elle des révélations, et à juste titre, hein. Mais je dirais qu'il y a, voilà, il y a une sorte de vieux reste des mauvaises habitudes françaises. Elle est franco-américaine, donc effectivement, il y a une sorte comme ça, de rencontre quelquefois un peu chaotique entre ces deux traditions. Mais bon, je recommande vivement ce livre, et je vais en faire une recension globalement positive, comme on disait dans le temps. Merci Geneviève.